Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Dégradation des terres, quelles solutions et que faut-il changer? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont Abdourahmane Démé de l'Agence de l'environnement et du développement durable, Hamadou Nwelegué, membre du réseau Climat Mali et Dr Abdou Ballo, pédologue chargé de cours à l'université de Bamako. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, Abdourahmane Démé, au Mali, les terres arables ne représentent que 14% de la superficie totale du pays et il semblerait que la perte des terres cultivables est estimée à des milliers d'hectares selon des statistiques. Qu'en pensez-vous? Cela est très juste et très vrai, puisque le Mali est un pays aux 2/3 désertiques. Les terres dans le septentrion, donc au nord du Mali, sont très très arides et sujettes également à la désertisation, c'est-à-dire à la transformation des terres arabes en désert, donc en dunes de sable, etc. Au niveau du centre, les terres sont semi-arides et elles sont frappées par l'érosion éolienne, l'érosion hydrique et couplées effectivement à des pratiques néfastes qui dégradent effectivement ces terres, donc les sols. Cette situation est également exacerbée au niveau du sud par toutes les pratiques rudimentaires comme l'agriculture sur brûlis, l'agriculture itinérante sur brûlis, comme le surpâturage, le nomadisme agricole, les feux de brousse, j'en passe. Donc, c'est à juste titre qu'on se rend compte que la dégradation des terres devient encore un phénomène qui prend de l'ampleur avec aussi l'urbanisation, la population, la surpopulation, etc., qui bloque le fait. Docteur Abdou Ballo, partagez-vous cette analyse de Démé? Ok, merci M. Touré. Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais remercier d'abord les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Donc, comme M. Démé vient d'annoncer, effectivement, au Mali, il y a des phénomènes de dégradation. Mais d'ici là, la dégradation même, c'est quoi? La dégradation peut se définir comme étant une diminution ou une disparition du potentiel agricole des terres dû vraiment à leur utilisation abusive. Donc, si cela étant, cela va nous donner des causes qui sont de la dégradation. Sont entre autres, je peux dire, il y a deux causes qui sont très bien connues au niveau du national. Donc, il y a la dégradation liée au climat. Donc, pourquoi le climat? Parce que nous constatons actuellement qu'il y a une insuffisance de pluie qui sévit dans notre pays. Il y a l'irrégularité aussi de cette pluie-là qui est là. Donc, ce qui va jouer forcément sur l'état des ressources naturelles. Donc, du coup, il y aura la dégradation des sols, la dégradation de la végétation et la diminution de l'eau, qui est une réalité que nous connaissons, comme il vient de dire, au niveau septentrion, mais également au centre et au sud du pays. Mais également, il y a les causes de la dégradation liées à l'homme même, parce que nous, tous les jours, il y a la déforestation qui sévit dans le pays. Les gens coupent n'importe comment dans le pays. C'est vrai, il y a les services des eaux et forêts qui sont là pour contrôler, mais est-ce que souvent ça ne les dépasse même pas? Donc il faut se poser la question encore, comment contrôler cette déforestation abusive provoquée par l'homme? Et il y a également l'effet, comme il a dit, l'effet de l'érosion, que ce soit l'érosion hydrique liée à l'eau et l'érosion éolienne liée au vent. Donc, ça, c'est les types de dégradation
naturelle qui peut faire des ravages, des pertes de tonnes de terre par kilomètre carré et par an. Et ça a été même estimé au niveau national que ça varie de 10 à 25 tonnes de terre perdues par kilomètre carré et par an. Et il y a également, comme je disais, en termes de sol, cette dégradation va jouer sur le sol, sur l'aspect physique, qui est surtout basé sur la granulométrie, l'aspect chimique, la valeur des éléments nutritifs dans le sol va diminuer et les plantes vont en s'ouvrir. Et aussi, il y a également l'aspect biologique qui va vraiment être un coup sur les micro-organismes qui existent dans le sol. Voilà. Donc, en termes de superficie, je ne vais pas m'avancer sur ce plan, mais je sais qu'actuellement au Mali, ça fait des milliers d'hectares qui sont perdus par an au niveau national. D'accord. Amadoun Ouelegem, vous êtes membre du réseau Climat Mali, une organisation qui regroupe des organisations qui luttent pour la protection de l'environnement au niveau de la société civile. Quel est votre constat, vous? Bon, merci bien. Bon, tout d'abord, vraiment, je voulais remercier vraiment le studio pour avoir organisé ce débat par rapport, et mes prédécesseurs aussi, par rapport vraiment à leur participation vraiment à l'émission. Et comme on le dit, moi, chez Amadoun Ouelegem, je suis membre du réseau Climat, membre du réseau de SECO, le secrétariat de concertation des ONG nationales, qui travaille beaucoup avec l'AEDD et le ministère de l'Environnement sur vraiment ces différentes problématiques. Et j'ai été aussi membre vraiment de l'équipe d'élaboration du cadre stratégique d'investissement en matière de gestion durable des terres au nom des ONG. Et là, par rapport à tout ce que mes prédécesseurs viennent de dire, c'est exact. Et ce qu'on peut vraiment aussi ajouter par rapport vraiment à cette dégradation, il faut dire aussi qu'il y a une pression démographique de plus en plus croissante au niveau du Mali, qui fait que vraiment les gens cherchent toujours vraiment à avoir des superficies à couper davantage. Il y a une démographie croissante de 2,4% au Mali. Donc tout ça, ça démontre vraiment ce phénomène de dégradation des terres au Mali. D'accord, docteur Abdou Ballo. Selon vous, cette situation a commencé depuis quand? À partir de quelle année? Bon, ça va m'amener à lier un peu la dégradation des terres aux méfaits néfastes du climat. Donc, moi, j'allais dire que ça a commencé depuis dans les années 70, 72, et la situation a continué jusque dans les années 90. Donc, c'est cette longue période d'insuffisance pluviométrique qui a fait que, actuellement, on parle de la dégradation des ressources naturelles. Et je spécifie, ces ressources naturelles, ça concerne le sol, l'eau et la végétation. Voilà. À vous, Démé, vous l'avez constaté également à la même période? Oui, parfaitement. Et depuis les années 72, suite à la grande sécheresse, je crois que le phénomène a commencé à prendre de l'ampleur. Je pense que fondamentalement, tout s'est joué, la grande dégradation que l'on voit aujourd'hui actuellement est fortement liée aux sécheresses successives qui se sont passées ici dans le pays. Aux sécheresses et concernant le rôle de l'homme lui-même. Oui, on l'avait dit, concernant le rôle de l'homme, puisque les collègues viennent de l'affirmer que tout ce qu'on fait sous forme d'exploitation anarchique du bois de feu, du bois d'œuvre, du bois de service, tout ce qu'on fait comme les cultures itinérantes sur brûlis, donc le changement d'affectation des terres. Et par ailleurs, tout ce qu'on fait, je l'avais expliqué au début de mes propos, que l'urbanisation aussi a sa part dans la dégradation des terres. Et l'eau, parce que quand il y a dégradation des terres fortement, c'est effectivement les techniques ou technologies, que ce soit agronomiques, géotechniques, forestières, piscicoles, fauniques, c'est tout cet ensemble-là qui est ébranlé. Et les écosystèmes ont
vont se dégrader de telle sorte qu'il y a de plus en plus des îlots de désertification qui, couplés finalement, vont te donner une espèce de dégradation des terres à grande échelle. Et c'est pourquoi nous prenons la mesure de la situation actuellement. D'accord. Amadou Nouelegem, selon vous, quelles sont les actions menées par l'homme qui peuvent contribuer à la dégradation des terres? Bon, il y a plusieurs... Bon, les actions néfastes, parce que toute cette dégradation, de façon naturelle, c'est... Bon, on peut toujours avoir des solutions à ça, mais les actions anthropiques même font que vraiment, il y a toujours une augmentation vraiment de cette ampleur de dégradation des terres. Et quand on dit dégradation des terres, on ne se limite pas à la terre en tant que telle, mais tout ce qui l'englobe, des terres avec grand T. Il y a l'eau, il y a la qualité même de l'air, hein, il y a la terre elle-même et tout ce qui s'ensuit. Et c'est surtout quand si je prends sur le plan agriculture, on voit que vraiment les techniques agricoles menées et vraiment au niveau du pays font que vraiment les terres se dégradent. Il y a une utilisation abusive non seulement de ces produits chimiques qui font que vraiment les terres se dégradent d'elles-mêmes. Actuellement, si vous prenez certaines zones, hein, je ne vais pas très bien m'avancer, certaines zones cotonnières par exemple, tu vas trouver que vraiment au moment de la montaison, de la floraison, on utilise pas mal de produits chimiques, surtout les pesticides pour lutter contre les insectes ou bien les engrais chimiques là, parce qu'on met, donc ça dégrade non seulement la structure de la terre ou la texture même, souvent ça peut même la. Donc, et aussi l'utilisation de ces produits pesticides pour tuer les insectes font que ça pollue même l'eau. Et on voit aussi que vraiment les techniques culturelles aussi qui font que non seulement les labours, hein, les techniques de labour font que vraiment souvent toute l'eau qui vient, s'il n'y a pas de barrière, ravage toute la terre vraiment arable qui vont les mettre dans les marigots. On voit que les marigots et les mares et autres là sont bouchés. Tout ça, c'est des mauvaises techniques culturelles qui font que les terres se dégradent. Et aussi, il y a les techniques de défrichage. Hein? On défriche n'importe comment et là, ça met vraiment à nu vraiment les superficies et les sujets vraiment aux érosions éoliennes et aussi quand on prend les ressources naturelles comme le bois et par exemple, les gens, on exploite du bois n'importe comment, à des fins commerciales, hein, des fins commerciaux du moins. Donc, ça fait que vraiment, les gens ne se soucient plus de l'environnement. Or, c'est l'arbre qui fait que vraiment, ces ressources-là puissent vraiment rester longtemps et puissent vraiment nous permettre vraiment de vivre décemment. Docteur Aboubalo, quelque chose à ajouter par rapport aux actions? Bon, juste confirmer les propos tenus par mes deux prédécesseurs. Comme ils ont parlé effectivement de la poussée démographique, c'est une réalité. Il y a également la déforestation, c'est une réalité. Il y a le surpâturage qui est une réalité, qui est même cause, comme on avait vu dans les documents, qui cause beaucoup de conflits dans ce pays-là actuellement, qu'il faut chercher à trouver la solution pour ça. Il y a également le feu de brousse. On ne le dit pas régulièrement, mais en réalité, quand ils regardent nos forêts classées tout autour de Bamako, pratiquement souvent, il y a des feux de brousse qui sévissent là-dedans. Hein? Et un peu à l'intérieur, dans les systèmes de culture, au Mali, c'est souvent on fait les tiges, on récolte les tiges et après on met du feu là-dedans. Et l'année où vous utilisez le feu, vous allez trouver que c'est un bon rendement. Mais en réalité, vous avez posé un dégât au niveau sur le sol, au niveau biologique, parce que c'est les micro-organismes qui sont là. Et s'il n'y a pas de micro-organismes dans votre sol, nous on dit sur le plan pédologique, le sol meurt. Et si le sol meurt, la végétation, il n'y aura plus de végétation. Donc, du coup, ça va jouer globalement sur cette perte de terre qui sévit actuellement
dans ce pays-là. Vous avez parlé de forêts au Mali. Est-ce qu'on a réellement des forêts, a fortiori des forêts classées actuellement? Bon, selon les textes et les documentations que j'ai eues avec les services des eaux et forêts, je peux dire bien bel qu'il y a des forêts au Mali. Maintenant, est-ce que l'exploitation de ces forêts-là, c'est organisé? Là, on va envoyer la question au service des eaux et forêts. Moi, je ne peux pas vous dire ça. Mais en toute réalité, il y a des forêts, elles sont délimitées et ça existe au Mali. D'accord. Abdrahmane Démé, aujourd'hui, concernant toutes ces causes, est-ce que la population est consciente que ces actions, certaines de ces actions sont néfastes à l'environnement? Est-ce qu'elle est informée et sensibilisée par rapport à cela? Je pense que parfaitement avec tout ce que nous sommes en train de faire comme information, éducation, communication autour des questions environnementales, tout ce qu'on est en train de faire comme d'organiser comme quinzaine de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes à la 19e. Et tout ce que les eaux et forêts ont posé comme acte dans le sens de conscientiser profondément les gens à la matière, on peut estimer qu'aujourd'hui, les gens savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est plus bien. Puisque aujourd'hui, de plus en plus, les acteurs locaux se déplacent pour venir voir les services forestiers, pour venir voir effectivement aussi bien l'AEDD que d'autres services de l'environnement pour dénoncer X ou Y sur telle ou telle pratique. Donc ça veut dire que quelque part, les gens sont soucieux, effectivement, de pouvoir quand même protéger leur environnement. Ils le savent, mais la pauvreté aidant, ça il faut le dire, la pauvreté aidant, le bois où l'arbre devient la manne, c'est sur l'arbre qui va constituer l'élément fondamental pour faire les lits, pour faire le bois de feu, pour faire les escabeaux, pour faire les pilons, pour faire les mortiers. Vous voyez l'ampleur que partout dans le milieu rural, tout ce qu'on utilise, quand même, vient de l'arbre. Et c'est plus facile pour quand même un exploitant d'abattre un arbre centenaire pour transformer rapidement en, je sais pas moi, en escabeau ou autre ustensile vendable rapidement sur le marché. Mais on a l'impression que c'est comme on est assis sur un arbre et on est en train de scier soi-même la branche. C'est ça un peu le lien entre pauvreté et environnement, pauvreté et dégradation des ressources naturelles. Sinon, les gens savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas du tout bien, mais que quelque part, tout le monde va se cacher derrière sous le faux prétexte de bon, voilà, nous sommes pauvres, c'est pourquoi nous osons exploiter un peu, même si de façon anarchique, les ressources de la nature. Vous l'avez dit, les autorités sont en train de sensibiliser à travers notamment la quinzaine. Les populations sont au courant. Mais malgré tout cela, vous-même vous l'avez dit, la situation ne cesse de se dégrader. Alors où se situe le problème? Est-ce que c'est les autorités qui sensibilisent mal ou est-ce que c'est les populations qui ne veulent pas comprendre? C'est plus compliqué que tout ça. Et vous savez, la gestion des ressources naturelles est une gestion pas comme les autres. Puisque les populations vont du principe que c'est Dieu qui a donné et que les ressources sont inépuisables. Donc, tant qu'on vit, on va trouver les ressources. C'était ça la première idée. Avec les sécheresses successives, avec la situation que les gens sont en train de vivre aujourd'hui, on est en train de comprendre que les choses ont changé. Et je pense que le service forestier, en son temps, a créé les marchés ruraux de bois pour pallier un tout petit peu la situation d'exploitation anarchique de bois dans les zones incontrôlées ou pour quand même essayer de voir comment on peut réorienter les gens. Mais pourquoi les gens sont si vous voulez, le mot un peu dur, dans l'incivisme? C'est parce que, je l'ai dit et je le répète, que c'est parce que les gens n'ont pas d'autres alternatives. Donc, on n'a pas développé suffisamment d'autres activités génératives de revenus. Qui doit faire ça? C'est l'État qui doit le faire et l'État avec les collectivités. Et je crois qu'on est à pied d'eux. Vous voyez, nous avons, en tout cas au niveau de l'AEDD, les projets comme les PGRNCC, des projets comme Mali Femmes, des projets comme
le projet d'appui aux collectivités vulnérables des régions de Mopti, Tombouctou, qui développe des alternatives, qui détournent les gens de l'abattage des arbres pour les mettre, pour les orienter vers des activités plus concrètes de développement autour de pôles. Est-ce que ça marche? Ça marche forcément. Parce que regardez, statistiquement, si vous regardez le pilage, les mortiers ont diminué fondamentalement dans les zones aujourd'hui. De plus en plus, on n'utilise que des petits mortiers pour... Enfin, les femmes n'utilisent que des petits mortiers. Les grands mortiers où vous allez trouver des agglomérats de femmes en train de piler dans les villages comme une espèce... Ça c'est dévolu. Puisque aujourd'hui, quand nous avons développé comme activité en parallèle l'introduction du moulin, cela va nécessairement effacer un tout petit peu. Mais est-ce que les moulins, c'est réellement des alternatives bonnes? Parce qu'on a parlé de terre avec grand T, avec l'air qui est pollué également, puisque ces moulins sont utilisés avec du gasoil, par exemple, qui pollue l'air. Ça, c'est une logique de changement climatique. Ici, quand je parle de moulins, moi, je suis dans ma logique d'atténuation. Il y a des moulins qui utilisent le solaire, qui sont avec l'éolien. Il y a toutes les technologies propres. Quand je parle, moi, en tant qu'environnemental, chaque fois que je pose un acte dans ce sens, c'est dans le sens écologique. Donc, je suis dans cette lancée. Dans l'économie verte. D'accord. Amadou Nowelegem, au niveau de la société civile, est-ce que vous pensez que la population est suffisamment sensibilisée? Bon, mais c'est bien, par rapport à la société civile, nous, quand même, les projets et programmes que nous exécutons, et on le lit beaucoup plus en dégradation climatique, des terres et changement climatique. Parce que tout est lié maintenant au changement climatique. Et quand tu expliques le problème, le phénomène de changement climatique tient à une population bien donnée, elle sait très bien que vraiment toute cette rareté de pluie, tout ce manque vraiment de production et autres là, c'est pas Dieu, parce qu'on lit tout à Dieu, c'est pas Dieu mais c'est nous-mêmes. Et finalement, eux-mêmes vraiment, ils voient qu'eux-mêmes ils contribuent vraiment à dégrader leur terre par rapport à ce qu'ils font. Nos projets s'orientent par rapport à ça, c'est les sensibiliser, développer des techniques et technologies vraiment simples et eux-mêmes, la population même peut se mettre en pratique vraiment pour vraiment pouvoir s'adapter vraiment d'abord aux conditions des changements, aux impacts des changements climatiques et aussi à sauvegarder vraiment leur terre. Hein? Et par exemple, j'étais à Kita, dans la zone dans laquelle j'interviens, ils ont vu qu'il y a eu des migrants internes venus de Sikasso. On les a donné des terres pour qu'ils puissent s'installer. Ils sont venus, ils ont coupé des trentaines d'hectares que eux-mêmes ils ne peuvent pas exploiter en une seule année. Qu'est-ce que ces gens-là font? Ces arbres abattus, ils se permettent vraiment de les transformer en bois et en charbon de bois qu'ils vendent au niveau sur le marché. Et là, la population a dit, il faut arrêter, parce que si on n'arrête pas, vraiment ces gens-là, on les a dit, on est tous maliens, ils sont venus, on les a donné des terres pour qu'ils puissent se remettre. Si c'est pour vraiment vendre du bois et du charbon de bois, nous ne sommes pas d'accord parce que nous ne le faisons pas. C'est des pratiques que nous ne faisons pas. Donc tout ça, c'est la société, les sensibilisations, les diverses sensibilisations qui ont amené ça. Et maintenant, par rapport aussi, quand on dit à quelqu'un qui vit vraiment des ressources naturelles, ne le fait pas parce qu'il faut quand même une solution d'alternative. Donc, c'est des petites activités génératrices de revenus que nous développons aussi auprès de ces communautés-là, notamment le maraîchage avec pompage solaire, hein, les techniques de transformation. Souvent, on produit aussi les techniques de transformation qu'on fait pour que vraiment ces gens-là puissent vraiment vendre vraiment à des prix vraiment plus compétitifs. Hein? Et aussi les techniques culturelles, les semences améliorées, pour éviter, parce que souvent les semences vraiment autochtones là, avec les changements climatiques, ça ne donne plus. Donc, on les appuie vraiment par rapport à la production non seulement des semences améliorées, et aussi aux techniques culturelles. Comment il faut cultiver ça pour que vraiment le peu de pluie qui vient, et tu trouves que vraiment tu puisses vraiment
récolter quelque chose de conséquent. D'accord. Monsieur Wellegem, est-ce que les conflits souvent entre autochtones et allochtones ou agriculteurs et éleveurs, une des causes de ces conflits également est liée à la dégradation des terres? Effectivement, c'est tout lié à la dégradation des terres parce que quand il n'y a pas de pâturage quelque part, les éleveurs sont obligés d'aller dans la zone où il y a du pâturage. Et s'il n'y a pas de passage, de couloir de passage, donc ça amène toujours des conflits. Et s'il y a des couloirs de passage, ça permet quand même aux animaux de passer sans pour autant dégrader non seulement la forêt ou bien les arbres, et aussi essayer de diminuer les pressions entre éleveurs et agriculteurs. Mais quand il n'y a pas de couloir de passage, il y a toujours les paysans, quand ils voient les transhumants directement, ils sont énervés. Donc il faut qu'on mette vraiment en place parce que les animaux qui viennent du Sahel, de la montagne, ils descendent vers Kita, par exemple vers Kita, et au moment où ils descendent, ils trouvent que vraiment les paysans n'ont pas fini leur récolte. Et il n'y a pas de couloir de passage, donc ça fait des dégâts. Et si ça fait des dégâts, il y a toujours des conflits. Et il y a des conflits entre eux-mêmes. Souvent, des gens aussi peuvent mettre de feu pour le temps par feu, donc ça peut embraser toute la zone. Donc il y a toujours ces genres de conflits. Il y a aussi l'orpaillage. Bon, effectivement, il y a l'orpaillage dans certaines zones. Il y a l'orpaillage traditionnel là, vraiment qui est très néfaste. Et non seulement il y a des pertes d'hommes, parce qu'il y a des sites d'orpaillage qui peuvent s'écrouler sur les gens. Actuellement, cette année, le mois passé, je viens d'enregistrer plus de 3 jeunes qui sont morts vraiment par suite d'orpaillage, que je connais. Et aussi, ces forces-là aussi qui vont rester, ça fait des pertes non seulement d'animaux sauvages, et d'animaux d'élevage qui vont tomber là-dedans et qui meurent. Et aussi l'affaissement de ces zones aussi fait que vraiment ça dégrade carrément vraiment l'environnement immédiat où l'orpaillage se fait. D'accord. Et aussi, il y a aussi la perte de mœurs, parce que partout il y a l'orpaillage aussi, ça fait que vraiment il y a la perte de mœurs et surtout le fameux VIH-Sida qui sévit dans la zone. D'accord, docteur Abdou Ballo. Est-ce que vous pensez que la population est suffisamment sensibilisée? Parce que certains continuent à croire que c'est Dieu qui a décidé et c'est tout. Ok, moi je trouve que la population est sensibilisée et qu'il faudra encore continuer à les sensibiliser. Comme on vient de dire, qui parle de dégradation, parle d'une diminution des ressources naturelles, sinon la rareté des ressources naturelles. Donc, tant qu'on ne continue pas à les sensibiliser, ils vont continuer dans l'ancienne méthodologie d'exploitation du bois d'énergie, du bois de chauffe, etc., etc. Donc ça va encore diminuer la disponibilité. Or, vous savez, nos systèmes d'exploitation, prenons par exemple l'agriculture, c'est l'agriculture extensive que nous faisons beaucoup au Mali. Depuis la zone officerie, Ségou, l'office du Niger, la zone CMDT, chacun cherche. Les gens pensent qu'en ayant une grande superficie, on va faire un bon rendement. Tel n'est pas le cas souvent. Parce que si tu n'as pas l'intrant disponible pour les cultures, tu n'auras pas actuellement un bon rendement parce qu'on dit que les terres sont peu fertiles, fatiguées, si j'ose dire comme ça. Et il y a aussi le système d'élevage. Il y a l'élevage aussi, c'est un système extensif. Et en dehors de ça, il y a la transhumance qui est beaucoup développée. Donc, ça aussi, compilé à l'insuffisance des pluies, donc il y aura, comme vous venez de dire, il y aura forcément des conflits entre éleveurs, agriculteurs, mais entre éleveurs eux-mêmes. Parce que si tu as beaucoup de têtes, cela va de soi, ils vont chercher à se nourrir. Bon, il y a également la disponibilité de l'eau. Les mares se font de plus en plus rares. Donc les animaux doivent quitter des kilomètres à la recherche de l'eau. Donc dès qu'ils ont le minimum d'eau quelque part, ils vont se converger tous là-bas et ça va poser vraiment un conflit entre eux-mêmes et même il y aura des pertes de têtes.
en ce moment. Donc, moi, je pense que pour remédier et trouver des solutions, d'abord, il faut les sensibiliser, ça c'est vrai. D'abord, il faut leur dire que le système actuel qu'on utilise partout dans nos zones, qu'il faut changer, aller vers le système intensif. Ça va nous permettre vraiment de réduire un peu ces conflits et les pertes en vies humaines inutilement à cause de ça. Dégradation des terres, est-ce également une des causes de l'avancée du désert? Bon, la dégradation, le stade ultime, c'est la désertification. Et qui parle de désertification, ça veut dire que les eaux de surface se font rares. La végétation se fait rare. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, il faut qu'on change notre manière, notre stratégie de développement, dire qu'il faut couper, dire qu'il faut vraiment avoir une grande superficie à ta disponibilité pour pouvoir mieux produire. Donc, moi, je pense que la désertification va de pair avec les changements climatiques. Et qui dit changement climatique, on a dit qu'il y a une diminution des hauteurs de pluie du nord vers le sud, jusqu'à 100 km, le décalage de la pluviométrie. Donc, je dis que la dégradation des terres est vraiment, c'est le stade ultime, je répète encore, c'est le stade ultime qui est la désertification. D'accord. Abdourahmane Démé, face à cette situation, quelles sont les mesures prises par les autorités comme solution? Ah oui, ça c'est une excellente question. Beaucoup, en tout cas, à la matière, beaucoup de réflexions ont été posées. On a fait ici l'étude Sahel pour voir le coût de dégradation des terres. Combien, ça veut dire que en termes économiques, si vous perdez, vous dégradez vos terres, maintenant, financièrement, combien ça va vous coûter? Tous ces éléments ont été pensés et réfléchis. On a lancé 5 grandes études pour voir un tout petit peu... faire l'état des lieux. Voilà, l'état des lieux. Et plus tard, on est arrivé maintenant à établir ce qu'on appelle le CCJDT. CCJDT, c'est le cadre stratégique d'investissement en matière de gestion durable des terres. Le CCJDT est une espèce de condensé et qui donne des solutions pratiques. Par exemple, dans le premier axe du CCJDT, qui est le soutien, la mise à l'échelle des pratiques GDTE. GDTE, ça veut dire gestion durable des terres. Vous allez voir une certaine gamme de techniques qui sont placées. Et autrement dit, pour venir terre à terre, pour que le commun des mortels puisse nous comprendre, nous avons préconisé dans les mesures de CRS-DS, donc les mesures de conservation des eaux et des sols, les mesures de défense et de restauration des sols, qui vont du simple du zaï au cordon pureux, aux diguettes filtrantes, du milieu, les fascines, etc., pour restaurer les sols. Dans la gamme, nous l'avons dit, quand on parle de dégradation de terre, c'est avec un T majuscule. Terre, c'est au niveau agronomique. Nous en avons parlé, ces techniques peuvent s'appliquer au niveau de l'agriculture. Au niveau de la foresterie, nous pouvons parler de RNA, donc de régénération naturelle assistée. Nous pouvons parler aussi d'agroforesterie sur l'élevage, aussi bien au niveau de l'élevage qu'au niveau de la foresterie, au niveau de l'agriculture. Au niveau de l'élevage, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on est en train de faire des parcours de transhumance, on est en train de faire des casiers pastoraux, des casiers pastoraux. Nous sommes en train de baliser les pistes. Tous ces éléments rentrent comme solution à la dégradation des terres. Au niveau de la foresterie, bien entendu, nous avons parlé ici de déforestation, de défrichement. Il ne s'agit pas seulement de faire la politique forestière, ça ne paye pas toujours. Il ne s'agit pas, comme vous l'avez dit au début, de faire aussi la sensibilisation ou de la conscientisation qui aussi a ses limites, puisque si les radios
où les masses médias ne relaient pas effectivement l'information jusqu'au au plus bas niveau, ça va être compliqué. Mais nous savions qu'à ce niveau également, nous pouvons utiliser des techniques de mécanisation, disons des techniques mécaniques ou biologiques telles que planter des arbres sans arrosage, donc la technique Plaza. Nous pouvons faire des plantations individuelles, nous pouvons faire des plantations de masse, nous pouvons faire de l'afforestation, entre autres. Au niveau de la biodiversité, on n'a pas suffisamment dit, la dégradation des terres ne se trouve pas seulement, est aussi au niveau de la biodiversité, et qui, comme vous le savez, aujourd'hui avec tous ces corps de métier qui se prétendent être des chasseurs, avec tout ce qu'on a magnifié autour de la chasse, vous voyez qu'aujourd'hui, notre faune est en train de disparaître. Vous êtes en train de parler de plusieurs mesures, mais est-ce que 1% du budget national du Mali est suffisant pour protéger l'environnement? Parce que si je ne me trompe pas, c'est 1% du budget qui est alloué au ministère de l'Environnement. Vous le savez, on l'a dit, il y a des études qui ont dit que c'est 1% du budget alloué. Ici, ça c'est le budget de l'État. Moi, je parle de tous les efforts conjugués, budget d'État, PTF, associations, ONG, tout ce qu'on est en train de faire ensemble avec les CIECO, etc., etc. Tout ce qu'on est en train de mettre. C'est ça que j'appelle tout de suite le cadre stratégique d'investissement en matière. C'est-à-dire cadre stratégique pour investir vers la gestion durable des terres. Qui va nous, si on l'applique à 100%, si tout se passe bien, nous allons aller vers ce qu'on appelle zéro dégradation des terres. Et c'est ça qui est la neutralité en matière de dégradation des terres. Amadou Ngoulegem, vous, que proposez-vous comme solution? Les solutions, elles sont simples, hein, parce que comme vient de le dire mon prédécesseur, le cadre stratégique d'investissement en matière de gestion durable des terres, c'est un document cadre qui est là. Et nous, en tant qu'ONG, déjà, si on prend le réseau climat ou bien le SECO, toutes les actions que nous menons dans le cadre vraiment des changements climatiques ou bien dans le cadre de la dégradation des terres au niveau du FEM, le PPM-FEM, ça c'est le programme de microfinancement du Fonds mondial pour l'environnement qui se trouve au niveau du PNUD. Ces actions-là se situent dans les actions du CCIGDC. Et notamment si on prend les CRS-DRS, tous les ONG retenus dans le cadre du réseau climat travaillent vraiment dans le cadre des CRS-DRS sur les cordons pierreux, des aménagements des champs à partir des courbes de niveau, le digat anti-résidu, les bandes enherbées, les ailes dans les zones, on connaît les ailes, les demi-lunes, les cultures sur bion et les fascines aussi. Si on prend l'agroforesterie, c'est l'utilisation des herbicides, les parcs agroforestiers, et aussi, on a vu que vraiment, reboisement, on a fait tellement de tapage autour de ça. Maintenant, on s'est retourné vraiment sur ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée. Donc, vraiment, on fait beaucoup de choses sur la régénération naturelle assistée. Et aussi, appuyer les paysans par rapport aux techniques de dépouillement qu'on appelle le dépouillement amélioré et les jachères améliorées. En matière agronomique, il y a l'utilisation aussi des biodigesteurs et aussi les différents types de compostage pour permettre quand même à la terre vraiment de pouvoir régénérer et de pouvoir produire suffisamment et aussi faire des parcs à bétail améliorés. Au lieu de laisser les animaux en divagation, on peut faire vraiment des parcs à bétail. Et aussi l'utilisation de la microdose. L'utilisation de la microdose, c'est d'autres choses. Au lieu de prendre des tonnes d'engrais, une petite quantité d'engrais, 25 à 20 kilos, suffit vraiment à apporter vraiment l'engrais nécessaire aux cultures d'un hectare. Il y a l'utilisation aussi de la fumée, comme on l'a dit, la fumée organique autour des villages. On voit toujours des tas d'ordures qui sont là. C'est bon. Au lieu d'aller perdre de l'argent dans l'engrais, avec ce fumier organique-là, on peut toujours l'utiliser. Et aussi, une des techniques que les ONG utilisent aussi, c'est surtout l'utilisation de la thermicière noire.
la termitière noire, on les trouve vraiment dans les clairières, on les récolte seulement et on amène vraiment les sols par rapport à ça. Et aussi l'association de plantes fertilisantes avec les céréales. Au lieu de que tout à parcelle, il y ait une seule culture, on peut l'associer avec une légumineuse. Ça permet quand même d'apporter vraiment de l'azote aussi. Il y a aussi l'association et l'assolement et la rotation. Souvent, le paysan oublie vraiment de faire l'assolement et faire la rotation. Chaque année, tu mets le maïs te donne vraiment un bon résultat. L'année prochaine, tu mets encore. Non, il faut changer de stratégie, il faut faire vraiment la rotation. Et aussi, actuellement, les ONG se battent beaucoup par rapport surtout au changement climatique. Les semences autochtones, là, vraiment, ont des cycles trop longs. Donc, on utilise beaucoup plus maintenant les semences améliorées. Non seulement en fonction du peu d'eau qui vient, et aussi par rapport à la température et aussi aux dégâts des animaux. Parce qu'il y a quand il y a changement climatique, il y a des déprédateurs aussi qui sont là. D'accord. Donc, il faut coupler avec vraiment des insectes, des semences qui sont résistantes à ces insectes. D'accord, docteur. Et aussi, c'est que je voulais voir au plan organisationnel, parce que quand il y a dégradation des terres aussi, il faut une organisation au niveau village ou bien communal. Au plan organisationnel, il y a la redynamisation des conventions locales. Les conventions locales permettent vraiment quand même à redynamiser cette loi au niveau commune ou village pour que vraiment les gens sachent vraiment qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux ressources. À toute cette situation. D'accord. Docteur Abdou Ballo, que faut-il changer pour s'adapter face à cette situation? Bon, que faut-il changer pour s'adapter? Je commence par le comportement. Il faut qu'on change de comportement. Et je n'en finis pas. Effectivement, mes prédécesseurs viennent de parler réellement des techniques de conservation des eaux et des sols. Il faut les adapter, mais selon les zones climatiques. Les techniques sont développées selon les zones climatiques. L'Institut d'économie rurale hier a fait beaucoup d'investigations en ce sens-là. Il ne faut pas aller les utiliser dans n'importe quelle zone, soit prendre une seule recommandation unique d'engrais pour l'ensemble du pays. Non, il faut venir vers la recherche. Ils vont nous donner les paquets technologiques selon la zone bioclimatique, mais également selon la zone agroécologique définie. Donc c'est ce que je voulais dire. Vraiment, il faut changer le comportement, il faut continuer à sensibiliser et mettre les moyens un peu à la disposition de nos pauvres paysans. Et mettre en œuvre également les décisions prises, notamment les lois. Par exemple, est-ce que réellement il ne faudrait pas interdire, même si c'est fait, même s'il y a des lois qui le disent, mettre en œuvre ces interdictions des engrais chimiques, par exemple, des produits chimiques? Oui, effectivement, il faut les appliquer. Bon, seulement, vous savez, comme disait l'autre, ventre creux, cela va de soi. Il ne va pas t'écouter. Il va essayer de faire ce qu'il peut pour se développer. Hein? Donc les gens, nous, actuellement, nous cherchons à manger. C'est ce qui fait que les gens n'ont plus le temps pour écouter la politique, pour écouter l'administration. La première des choses, est-ce que moi je peux avoir quelque chose pour demain? C'est ça la priorité des Maliens. Une fois qu'on arrive à avoir ça, vous allez voir beaucoup de problèmes, nous trouverons la solution. Inch'Allah. Donc on préfère manger aujourd'hui, avoir faim pendant 10 jours après. Voilà, c'est ça la stratégie. Est-ce que la situation va changer bientôt, Démé? J'ai tout l'espoir que la situation doit changer, va changer. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde sait. Aujourd'hui, on ne peut plus. Bamako s'est saturé. Vous voyez, le charbon de bois a fait son bonhomme de chemin. On a subventionné des gaz ici. Les mentalités, c'est-à-dire que les modes de production et les modes de consommation doivent évoluer positivement. D'accord. Amadou Noulegem, vous, est-ce que vous avez espoir en 10 secondes que la situation va améliorer positivement bientôt? Bon, moi, quand même, j'ai espoir parce que au niveau de notre réseau, au niveau des ONG aussi, et comme on le dit, sensibiliser. Bon, on ne sensibilise pas comme ça, parce que ça, c'est un sens unique. Maintenant, c'est le CCC qu'on applique. C'est communiquer avec les gens pour un changement de comportement. Et le plus souvent, ce qu'on fait, ça permet aux paysans vraiment de voir réellement
ce qui se passe dans leur zone. D'accord. Peut-on s'attendre à une amélioration de la situation, M. Ballo, l'année prochaine? Vraiment, moi, je m'attends à une amélioration de la situation, mais tout simplement, comme nous sommes dans le mode de la décentralisation, il faut qu'on essaye d'appliquer les techniques d'adaptation au changement climatique, les stratégies d'atténuation et les résiliences, insérer ça dans le PDSEC des communes afin que ça puisse concerner toute la population du Mali. Merci beaucoup. Nos invités, Abdourahmane Démé de l'Agence de l'environnement et du développement durable, Amadou Noueléguem, membre du réseau Climat Mali, Dr Abdou Ballo, pédologue et chargé de cours à l'Université de Bamako, débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Phili Dambélé à la régie vidéo Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré, à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.